Eh ben, on n'est pas bien ici. On est très bien, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Qu'est-ce que ça va avec le western? Rien du tout. Bienvenue dans Fin de séance. Alors, pour vous parler de quoi? Comme notre accoutrement l'indique, de western. Oui, mais pas juste de western, de Kevin Costner. De Kevin Costner, parce que Kevin Costner va faire son grand retour avec un nouveau film en tant que réalisateur qui s'appelle Horizon, An American Story. Looks like we got ourselves a bad man right here. Alors, il était plus revenu au cinéma depuis Open Range, qui était un western absolument magnifique. Je dis bien magnifique. Majestueux, incroyable. Oui, pas de souci, j'ai adoré. Mais évidemment, Kevin Costner, avant Open Range, c'était The Postman, un film qui a été pour beaucoup un navet total, à réhabiliter d'urgence. Ouais, j'ai pas compris, franchement. Et le premier film de Costner derrière la caméra, c'est Danse avec les loups. Le chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Je vais pas te contredire là-dessus. Pour un premier coup d'essai, il a été à fond, quoi. Et il n'y a rien à dire. C'est un chef-d'œuvre. Bon, on va peut-être expliquer un petit peu donc, la genèse de Danse avec les loups. Danse avec les loups, donc c'est quand même un film qui arrive pas tardivement dans la carrière de Kevin Costner, mais qui arrive quand même à un moment où Kevin Costner est quand même bien établi, a fait quelques succès incroyables, est devenu le chéri de toutes les dames. C'était un acteur très populaire, surtout pour les dames. C'est surtout... oui. J'exagère quand je dis pour les dames, hein, mais il représentait le héros romantique. C'est surtout Bodyguard après qui va faire de lui le gars super romantique. D'ailleurs, mon frère s'appelle Kevin. Comme beaucoup. Et ouais, mais là, c'est un rapport avec Kevin Costner. Alors, Danse avec les loups, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur en fait, de Danse avec les loups, il y a une histoire avec lui, puisqu'un des premiers films avec Kevin Costner en tant que vedette, entre guillemets. Donc l'auteur s'appelle Michael Blake. Michael Blake, qui est en fait, c'est un grand passionné de western qui a étudié beaucoup l'histoire des Indiens. Et donc, tu voulais sûrement dire qu'ils se sont rencontrés dans un film ensemble, oui. Où lui tenait... c'était un scénario écrit par Michael Blake. Lui jouait un de ses premiers rôles en tant que... On vous met l'affiche, évidemment. This Night. Bravo, je crois que ça doit être le bon accent, je crois qu'on peut le suivre. Il a un bon accent, on peut le suivre, je crois. Et donc Michael Blake était un vieux camarade de Kevin Costner qui a aussi ce souci quand même de toujours travailler avec des gens en qui il peut avoir une vraie confiance, Kevin Reynolds, qui l'a suivi jusqu'au bout. Mais alors Michael Blake, lui, c'est intéressant parce qu'au moment de Danse avec les loups, il a une envie d'écrire un scénario, il commence à écrire chez Costner un scénario, et Costner lui dit non, fais un roman, comme ça moi je vais prendre les droits et on fera le film. Et le mec a écrit le roman dans la maison de Kevin Costner, donc c'est vraiment, quand on dit que Kevin Costner a le contrôle, il a le contrôle même en amont, quoi. I had challenged Michael in a very fierce way to write something more than a screenplay, to write a book. Because he's a very gifted writer, and he was frustrated with the 120-page format. Mais il y aura quand même un problème, c'est que même une fois qu'il aura acheté les droits pour faire le film, il va trouver au départ des maisons de production qui veulent bien le financer. Mais après le désastre du film de Michael Cimino, c'est ça?
Cimino. Cimino. C'était quoi encore le titre attends, Portes du Les paradis. Portes du Paradis. Heaven's Door. En 1980, 79-80. Donc c'est un film qui a coûté 44 millions et qui n'en a rapporté seulement que 4. Donc à partir de là... C'est le film qui a coulé un studio lui tout seul. Ça va être une descente aux enfers pour le genre western. Il y en aura, comme Pale Rider en 85, mais ce ne seront pas des énormes productions. Et en plus de ça, il y a des conditions. Donc, comme tu l'as dit, Kevin Costner, c'est son film. Donc, il veut vraiment le diriger de A à Z. Et par exemple, ils veulent couper le prologue, qui est quand même intéressant. Ils veulent aussi que les Indiens ne parlent pas la langue. Enfin, voilà quoi. Donc, il y a plein de choses. Ils veulent aussi que le film dure plus ou moins 2 heures. Et donc, Kevin Costner a dit non, quoi. Et donc, ils ont dû aller en Europe. Et je pense que c'est en Angleterre, avec la maison de production Majestic Films, qu'ils vont trouver l'argent nécessaire pour faire le tournage. Et donc, même le film devait se tourner en 60 jours, prendra plus de temps, et ce sera Kevin Costner qui devra mettre de sa poche. Comme toujours, puisqu'il le fera pour Danser avec les loups, pour Open Range. Et ici, le nouveau qui va sortir, Horizon, il a carrément mis 50 millions de sa poche, je pense, parce que c'est un film qui, logiquement, devrait être en 3 épisodes. Il y a 2 épisodes qui sortent maintenant, dans l'espoir que ça fonctionne bien. Il y aura d'autres, il y aura une trilogie, mais c'est casse-gueule, parce que c'est vraiment un gros film qui coûte cher, son prochain, et ça risque d'être coton. Surtout que, même encore aujourd'hui, en 2024, le western n'est pas vraiment un genre très rentable. Mais lui a réussi tous les westerns qu'il a fait. C'est vrai. C'est ça qui est quand même rassurant. Danse avec les loups a été un carton, Open Range a réussi correctement, et son seul échec, c'est The Postman, mais ça, on reviendra après. Pour le moment, Danse avec les loups, on continue. Okay. Do that again, one more time. Right. 30 frames. Okay. C'est le premier film de Kevin Costner, donc il n'est pas encore un grand spécialiste des objectifs de la caméra, donc il sera aidé par Kevin Reynolds, qui réalisera plus tard qui réalisera pour Kevin Costner Waterworld, qui sera aussi malheureusement... Et Robin des Bois aussi. Et Robin des Bois. Ça sera un grand succès. Et donc, comme il connaît pas vraiment tous les termes techniques, mais par contre, il a une vision bien précise de comment il va mettre en avant la culture amérindienne, quoi. Et donc, le contexte du film, en fait, donc c'est la guerre de sécession. C'est une guerre une guerre civile entre le Nord-Est et le Sud-Est, qui a pour divergence, par exemple, des vues politiques sur la question de l'abolition de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. Et donc c'est une guerre qui a duré 4 ans, qui a fait plus de 6000 morts. Donc ce qui est intéressant dans ce fameux prologue, c'est que je pense que Kevin Costner, ce qu'il a voulu montrer, c'est que c'est une guerre qu'en fait ni le Nord ni le Sud savaient finalement pourquoi ils se battaient. Ouais. Et c'est très bien montré dans la première scène, ah oui, quand on voit les 2 médecins qui doivent amputer sa jambe, bah, c'est limite normal, quoi. Je veux dire. I'm sorry. Let's coffee up. He can wait a few minutes. Et aussi au début du film, j'ai adoré cette scène avec le major qui est incontinent et qui pète carrément un plomb et qui se suicide, quoi. I just pissed in my pants, and nobody can do anything about it. Donc tu vois, et on voit vraiment que ces gens sont un peu comme pendant la guerre du Vietnam, quoi. Ils savent pas pourquoi ils se battent. Et ça, c'est pour ça que le prologue est important. Long live the king. Moi, quand j'avais vu la première scène, quand j'étais petit, ce qui m'avait toujours... ça me faisait fantasmer. À chaque fois que j'ai un problème de cheville ou des trucs comme ça, je prends mes Santiago et je fais... Cette scène est incroyable. Donc on doit l'amputer, sa jambe est cassée, et il la remet, il la reboîte dans la chaussure et il part en gros se suicider, quoi. Et en fait, ce prologue est inspiré d'une nouvelle d'Ambrose Bierce. Donc ça commence quand même par ça. Pratiquement, en gros, c'est pas très positif, puisque ça commence par un mec qui va se suicider alors qu'il est en une guerre totale, où en gros,
Normalement, on devrait montrer un héros qui part à la guerre, qui est confiant, qui veut aller libérer les gens de l'esclavage, tout ça. Et lui, on voit qu'il y croit plus. Il se sacrifie totalement dès le début du film avec une sublime musique de Michael Kamen, je pense. Putain, Michael Kamen qui fait une musique incroyable dans ce film. Comme dans Open Range aussi. Non, c'est Michael Kamen, Open Range. Mais oui, je suis con. Danse avec les loups, c'est John Barry. Évidemment, la John musique Barry, oui, incroyable. James Bond. Musique magnifique de John Barry pour ce moment où Kevin Costner se sacrifie alors qu'on devrait voir un héros glorieux qui se bat contre l'abolition. Et c'est une scène incroyable qui évidemment après le force il se fait sauver. Donc il réussit en gros à débloquer une zone de guerre qui est complètement bloquée d'un côté comme de l'autre. Il attire l'attention en fait à d'autres soldats qui veulent le tuer. Tout en voulant se suicider, il se dit je vais aller quitte à et il laisse ouvert une voie aux autres soldats. Et les gens attaquent presque parce que l'autre le regarde, tu vois, il fait juste une diversion et les autres gagnent en se disant par hasard presque. Et donc par hasard, il gagne un poste dans le fin fond à la frontière des États-Unis, donc là les territoires civilisés. En fait, c'est lui qui demande à être affecté. Oui, c'est lui. Parce qu'il veut vraiment... Il veut voir la dernière frontière entre lui avant la civilisation. Avant la civilisation, et il veut vivre seul, en solitaire. Et c'est là qu'il va commencer à rédiger son journal. Et le pays est à la hauteur de tous mes rêves. Il n'en existe pas de semblable sur la terre. Et on viendra ensuite sa rencontre avec... les Indiens. Oui, d'abord le loup, qui est un symbole évidemment, enfin tragique quand on voit comment finit le loup. On ne dira pas comment il finit, mais bon, si c'est tragique, c'est une belle métaphore. Belle métaphore. Chaussette est devenu mon ami, comme Cisco. Il refuse encore de manger dans ma main, mais il a de bons yeux et l'ouïe fine, et il m'avertit dès qu'il se passe quelque chose d'anormal. Puisque le loup représente vraiment l'aspect sauvage de la civilisation. Au début, il en a peur. Et en quelques plans, on voit qu'il en a peur, puis il essaie de l'apprivoiser, puis il devient pratiquement un compagnon. Et on voit qu'avec les Indiens, le rapport va se dérouler exactement de la même manière. Donc d'abord, il y a la peur de la part de l'Indien. Dis donc, toi ! Et ce qui est beau, c'est que c'est pas idéalisé. Oui. Et c'est pas idéalisé en plus, parce que donc ils se comprennent, il devient complètement fasciné par cette culture indienne, mais en même temps, tout d'un coup, au milieu du film, il se dit, ce sont des barbares, quoi. En regardant ces visages pourtant familiers, je compris qu'il existait entre nous un fossé plus grand que je ne l'avais imaginé. Mais c'est ça aussi que j'ai trouvé génial dans le film, c'est que les premiers Indiens qu'on voit dans Danse avec les loups, c'est pas les Lakotas, c'est les autres, les Pawnee. Et en fait, c'est vraiment... La mise en scène est incroyable. Donc on voit Kevin Costner qui doit brûler des cadavres d'animaux, ce qui fait qu'il y a une énorme fumée. Et du coup, on voit de loin, dans l'autre plan, on voit des Indiens qui voient de loin c'est une fameuse fumée. Et donc nous, en tant que spectateurs, on se dit merde, il va se faire attaquer par ces Indiens. Et non, en fait, c'est le convoyeur qui a amené Kevin Costner jusqu'à son fort, qui est un peu, allez, vulgaire. Et c'est lui qui va se faire attaquer. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, la première vision qu'on a des Indiens dans un film qui doit les rendre humains, on voit une bande de sauvages, quoi. Un peu comme dans les vieux westerns. Ouais. Et ça, c'est génial, parce que en quelques minutes, il nous donne plein d'informations qui nous mènent vraiment ailleurs, en fait. Et ça c'est un des meilleurs moments, pour moi, de mise en scène du film. Il n'y a que ça. Hein. C'est le problème, c'est qu'il n'y a que des scènes. Et ce qui est marrant, c'est que tout est bien conçu, bien mis en scène. Le film prend le temps. Il y a des scènes moi, il y a même des trucs où je me dis, mais comment on fait un plan pareil dans un premier film? C'est assez sidérant. Parce que même si on dit, oui, c'est Kevin Reynolds qui est son chef, qui est derrière, enfin pas son chef, mais en tout cas son conseiller technique, on peut dire. Mais Kevin Reynolds a rarement fait des plans aussi beaux dans ses films, quoi, tu vois. Il n'a jamais fait un film aussi réussi. On ressent l'amour que Kevin Costner a pour le western. Il a été baigné dans son enfance par les grands, John Ford, Raoul Walsh. Oui, on sent ça. D'ailleurs, même dans l'histoire, dressé au point,
elle a un point commun avec la prisonnière du désert. Sauf que dans la prisonnière du désert, elle a été volée par les Sioux parce qu'ils ont attaqué la famille, tandis que là, elle a été, elle a été élevée parce qu'elle a été retrouvée. Donc il y a quand même une nuance. Ouais, moi, c'est juste le point négatif, c'est justement Dressé au point, qui est un peu trop propre pour moi, qui est surtout sa coiffure est magnifique. Je trouve que c'est légèrement décoiffé, mais bien coiffé. On a ça aussi dans le film suivant, quoi, dans Postman, quoi. C'est dans le futur. Il y a aussi... ça m'a moins choqué, mais bon... Il y a des femmes quand même, la blonde, elle est... Parce que, en fait, cette femme-là dressée au point, c'est ça? Oui, dressée au point. Et c'est... En fait, ça fait référence à cette femme, Cynthia, dont j'oublie toujours le nom, Cynthia Anne quelque chose, qui est une... Il y a sa statue qui a été érigée là où elle est morte, je pense. Et en fait, c'est une femme qui s'est fait enlever par une tribu indienne, qui s'est totalement acclimatée à la tribu. On ne sait pas si c'est avec beaucoup de bonheur ou pas, mais en tout cas, quand elle a été retrouvée, comme dans La prisonnière du désert, elle n'a pas du tout voulu revenir parmi ses semblables, à tel point qu'elle a tout le temps... Elle a eu un fils aussi qui est devenu un chef indien, donc son propre fils est devenu chef indien, donc il y avait vraiment un lien très fort avec cette culture. Et pour moi, La prisonnière du désert, évidemment, ok, c'est un film qui est magnifique, c'est peut-être un des plus beaux films au niveau visuel, et au niveau dramatique, parce qu'évidemment, il y a énormément de scènes très fortes. Cruelles, notamment la scène avec John Wayne, quand ils vont déterrer un cadavre d'un Indien, et en plus de ça, il va le profaner en tirant dans ses yeux. Ça c'est ce que j'aime bien. J'aime bien ce côté un peu dur dans le truc. Moi, j'aime bien toujours citer John Carpenter, qui est un fervent défenseur des films, des westerns de War Dogs, qui aime beaucoup moins John Ford, et qui avait dit que La prisonnière du désert était un beau film, mais au moment où il y a la scène de bal et où ils reviennent, et, il dit toujours que John Ford perd son temps avec des scènes de danse interminables, le mariage, des trucs. Donc ça, c'est pour montrer de quel côté je suis beaucoup plus du côté de Carpenter et beaucoup plus du côté de War Dogs. He made one great film that was tremendous, The Grapes of Wrath. It was just a terrific movie. Well, the thing about Ford, though, is his pictures. I mean, the visuals, the fantastic Monument Valley shots. Visually, his stuff was so breathtaking. Some of it. But not that I don't make this mistake on every film, but this guy could not direct stage lines. Look at the interior of the Stagecoach. In Stagecoach, it's a mess. You can't tell who's talking to who. Yeah, they're looking apart from each other. It's bizarre. Mais ça n'empêche que John Ford a fait un film que j'adore, et je vais en reparler beaucoup plus tard pour Open Range, parce qu'il s'inspire beaucoup, Costner, de My Darling Clementine avec Henry Fonda. Mais donc cette femme dressée au point qui est bien trop propre, il y a un autre film de John Ford qui pour moi montre mieux ça que La prisonnière du désert, mais qui n'est pas un très bon film, mais qui est un film avec Richard Widmark. Et je ne sais plus si c'est Henry Fonda, non, James Stewart, c'est Les Deux Cavaliers. Et en fait, c'est un peu la même histoire, sauf que là, on voit comment les gens qui ont été enlevés par les Indiens, qui sont remis dans leur propre civilisation, à un moment, il y a une personne qui a été remise dans sa famille, qui s'échappe et qui va tuer les gens qui l'ont accueilli. Donc on voit vraiment comment l'acclimatation, la réacclimatation de ces personnes-là était difficile, et je trouvais que même si le film était moins bon, en tout cas il était peut-être plus juste dans les comportements. Nunca Comancha! Il y a eu quand même, c'est pas le premier à avoir fait des films pro-indiens, il y en a eu très tôt, puisqu'il y a eu La Flèche brisée de Delmer Daves, donc avant Les Cheyennes de John Ford, avant, tu vois, Delmer Daves, La Flèche brisée, c'était quand même très très tôt, hein. C'était les années 50, 6, je pense. Oui, mais sinon il y a eu aussi avant un film quand même pro-indien, c'est Buffalo Bill, en 1944, de William Wellman. Ça c'est... Et puis bon, si maintenant on doit vraiment revenir dans l'histoire... Vous pouvez voir la superbe vidéo qu'on a fait sur Flaming Star, où on revient énormément, qui est là, qu'on revient énormément sur les Indiens et comment ils ont été traités par Hollywood. Vous pouvez aller la voir, mais effectivement, comme tu vas nous le dire... Oui, donc les Indiens, c'est vraiment... Ça a commencé avec l'histoire du cinéma, en fait. Thomas Edison, il a commencé à filmer des courts films sur les Indiens.
Et même qu'au départ, jusque dans les années 20, les Indiens étaient même vus de façon très positive, pacifique. C'était les héros. Ouais. C'était des héros. Il y a même eu des films réalisés par des Indiens. Et il y avait même une star dont je ne sais plus le nom, mais qui était quand même connue en tant qu'acteur indien. Et puis, bon, il y a eu la crise de 29. Il y a eu aussi beaucoup d'acteurs indiens aussi qui se disaient... Il y a un célèbre acteur indien aussi, un autre, qui se disait indien, qui ne l'était pas. Oui. énormément joué sur le fait je veux représenter les Indiens, mais il n'était pas. Enfin, c'était un Sicilien qui avait émigré aux États-Unis. Et, mais il est devenu quand même un... Et il est devenu... il a vécu avec la tribu, il a élevé ses enfants comme des Indiens, et il s'habillait, même en dehors, dans la vie civile, il s'habillait comme un Indien. Don't turn around. I told you not to turn around. Mais il y en a eu beaucoup, parce qu'il y a eu aussi le célèbre événement, Marlon Brando est venu, a refusé son Oscar, enfin pas refusé, mais bon, en tout cas il a demandé à une Indienne de reprendre son Oscar à sa place. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me, Clint Eastwood a été pas sympa, d'ailleurs. I don't know if I should present this award on behalf of all the cowboys shot in all the John Ford westerns over the years. Et en plus, après, dans La Sanction, Clint Eastwood, donc, le film qu'il a réalisé, à un moment, il s'entraîne avec une chinoise, je crois, ou une indienne, je ne sais plus, une femme qui l'entraîne, parce que c'est un espion qui doit s'entraîner à l'escalade pour aller flinguer quelqu'un en haut de... Voilà. Et à un moment, on le voit courir dans l'eau, et il dit oh, qu'il aille se faire foutre, ce Brando, avec ses Indiens. Va te faire baiser par Marlon Brando. Pas cool, Clint, pas cool. Je tenais à le dire, parce que là, ça sentait la petite pique à Brando, tu vois, c'est... Ben voilà. Petit Clint Eastwood, un peu petit. Ça, c'est allez, je veux dire, un petit punchline que j'apprécie. Il n'y a pas de souci. Voilà, il a pris une balle perdue, Clint. Mais quand bon. c'est justifié, c'est justifié. Pour moi, il y a déclaration de guerre. Mais après, je ne dis pas, je ne dis pas qu'il est... voilà, mais bon. Tout le monde a le droit une fois déraper. Voilà, ça voilà. Marlon Brando aussi, il a dérapé des fois. Ah oui, mais lui, Brando, ça, c'était le Depardieu de l'époque. N'est-ce pas? Comment il va, Gérard? Petit journal, le texte. Oui, donc Danse avec les loups, donc c'est un film vraiment riche en scènes d'anthologie, notamment cette fameuse scène avec la chasse au bison. Right, and your head lift up. Let me see him breathe. All right, just a second now. Now give me your most erratic actions with breathing and head, everything. Do it. That would be good. Just let him down, just like that. Où il faut quand même reconnaître aussi que Kevin Reynolds a beaucoup aidé. Et Kevin Costner fait quand même ses cascades. Il est même tombé et il a failli se tuer. Hein. Enfin, il faut quand même reconnaître, on dit Belmondo, mais... Hein. En plus, t'imagines s'il se tuait, la responsabilité, c'est lui qui portait le film. Donc, alors il y a une autre scène, c'est pas vraiment une scène d'anthologie, mais ce que j'ai adoré aussi, c'est à la fin, donc dans la dernière partie du film, quand il y a l'arrivée des soldats qui arrivent au fort, les Américains. Terrible, parce que là aussi, en fait, ce qui m'étonnait, c'est donc qu'il ne défonçait pas son pays pendant 2h30. On ne voit pas qu'il critique trop, enfin il critique, il montre que la guerre c'est nul, il montre qu'il y a des connards dans l'armée, mais là, quand il revient... Ah non, non, il les montre vraiment, mais comme des envahisseurs complètement irrespectueux, vulgaires, et ça démontre vraiment... là, tu vois vraiment qu'il a réussi à faire qui est les mauvais, tu vois vraiment qui sont les mauvais. Ouais, quoi. Ouais. Et jusqu'au... Cut. C'est terrible parce qu'en plus, là aussi, à la fin, dans n'importe quel film, je pense qu'on aurait vu une guerre où les Américains viennent et flinguent tous les Indiens.
Et là, Kevin Costner, il évite ça. En gros, il s'en va avec dressé au point. Et il y a juste un panneau explicatif qui dit voilà, les Indiens, ta 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 ta. Et c'est beau parce que c'était inutile, tu vois, montrer les soldats montrer en train de tuer des Indiens n'a aucun intérêt parce que ça va, au contraire, ça va montrer de la barbarie, ça va faire du sensationnalisme avec des trucs dégueulasses. Et donc, il n'a pas envie de les montrer morts. Il a envie qu'on reste dans le « et si ça avait pu être sauvé » quoi. Et donc, ben voilà, donc, en gros, Danse avec les loups, ben, ça sera un énorme succès. Ça sera 10 nominations, plein meilleur film. And this year, the Oscar for directing goes to Kevin Costner, for Dances with Wolves. Ce qui est marrant, c'est que c'est un mec qui a tout fait pour que son film soit un classique. C'est ça qui est étonnant. Il n'a pas commencé par un petit film, il a commencé par un énorme film. Et donc, après Danse avec les loups, ben, c'est là, ça va être 3 films qui vont vraiment le marquer. C'est JFK, Robin des Bois et Bodyguard. Je pense aussi qu'il y a un côté après Danse avec les loups où je crois qu'il a péché vraiment par orgueil et il s'est senti tout puissant et ça s'est ressenti avec The Postman où il a voulu vraiment faire un espèce de Danse avec les loups avec un film avec un sujet qui aurait dû être un film de série B d'une heure et demie quoi. Et ça c'est The Postman et c'est tragique. The Postman, qui pour beaucoup est un film absolument nul, merdique, une merde sans nom, un échec total, et pourtant, nous deux, à fin de séance, on adore. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas pourquoi ils ont démoli ce film à ce point. C'est clair qu'il a... Oui, on va en parler, mais... Moi, pour moi, c'est 3 heures. Il a vraiment... Oui, ça c'est sûr que la longueur, ça c'est une des premières raisons. Et pourtant, c'est pas emmerdant. Mais c'est pas un film parfait, c'est sûr. Mais non, voilà, on est d'accord. Il y a une différence entre dire qu'un film est mauvais, à chier, moyen, très bon, ou un chef-d'œuvre comme Danse avec les loups. Mais je pense que là, c'est de l'après-coup. Hein. Là, oui. Et puis, il venait aussi de flop. Oui. Non, Waterworld, c'était avant. Waterworld, c'était avant. Et même Wire Earp, qui était un bon film, mais il n'a pas marché. Donc, du coup... mais là, on est dans Wyatt Earp, c'est pas lui qui réalise, c'est Laurence Kasdan, c'est un réalisateur pas mauvais, mais bon. Tu sais bien comment c'est Hollywood, hein. Tu portes un film. C'est Waterworld qui a vraiment. Ah oui, mais là, ça n'a pas aidé pour Postman, parce que c'est 2 films qui sont très semblables, un peu, c'est du post-apo. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus humain que Waterworld, qui est une grosse dinguerie. Qui là aussi, il faudrait peut-être réhabiliter ce film, parce qu'on a chié beaucoup dessus. C'est une grosse connerie. Mais on aime bien aussi les grosses conneries au cinéma. Mais le problème, c'est que je pense que c'est l'époque où Costner avait un ego, tu vois, assez disproportionné. Et je pense que ça se ressent dans The Postman, quoi. Bah, c'est surtout qu'aussi qu'on lui faisait peut-être confiance et qu'on s'est dit, tiens, bah, il a réalisé Danse avec les loups, il a dépassé le budget, il a continué. Et malgré ça, bah, le film a rapporté tellement d'argent que, voilà, les portes étaient un peu ouvertes pour lui, malgré... Enfin, en tout cas, c'est clair que le film Waterworld ne laissait pas présager des bonnes choses pour la suite, quoi. Et The Postman, pour moi, démarre superbement. Il démarre vraiment comme un vrai film post-apo. Moi, j'aime bien les films post-apo. Pourquoi ? Parce que normalement, dans un post-apo, il reste peu de personnes sur la Terre. Manque de peau, ce film fait partie des post-apo où il y a beaucoup trop de gens sur la Terre. Ils sont nombreux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les post-apo où il y a juste Charlton Heston avec quelques vampires qui dézinguent des gens. Ça, c'est génial. Mais là, on est dans un post-apo qui, malheureusement, il y a énormément de gens, quoi. Au début, on pense que Costner est tout seul. Et on se dit, ça va être génial. Le début, les 10 premières minutes, je suis aux anges. Je dis, c'est génial. Il joue du Shakespeare devant des petits villageois. Et après, ça y est, il y a le méchant, joué par
ce acteur génial. Patton. Will Patton, qui jouait dans Armageddon, entre autres, et plein d'autres films. Et après, ça y est, c'est reparti. Il y a plein de gens, il y a une armée, il y a des villageois, il y a d'autres villages, il y a des machins. Et il y a la fin, tu vois, il y a même Tom Petty qui arrive à la fin. I know you. You're famous. I was once. Et à la fin, il est sur J'aurais préféré, là, franchement, ça n'aurait pas été plus utile, mais à choisir, franchement, j'aurais préféré Bob Dylan, parce que c'est le prophète, quoi. Oh, I love you, huh? You're so wonderful. Enfin, comme je l'ai dit, c'est un film qui est pas parfait, mais qui est divertissant. Donc, mais il a quand même beaucoup de points négatifs. Pas beaucoup. Non, je suis objectif. J'essaie juste de dire, moi, ce sont des points négatifs qui m'ont pas dérangé, mais ce sont quand même des points négatifs. C'est-à-dire que il y a la marque un peu Kevin Costner qui se ressent, c'est-à-dire ce côté un peu bienveillant, gentillet. Il y a beaucoup de bons sentiments. Et alors, ce côté patriotique. Il y a quand même deux scènes, il y en a plusieurs, mais on a deux scènes qui sont ultra patriotiques. C'est celle, par exemple, où il galope, il passe devant un gosse à 100 à l'heure, et le gosse, bon, il arrive un peu tard, et il est déçu de ne pas pouvoir donner sa lettre. Et bon, voilà, le mec, il court à 100 à l'heure, enfin, il galope à 100 à l'heure, et en une fois, il s'arrête, et il se dit, ah, il y a un gamin là-bas. Et il retourne, enfin bref. Et alors au ralenti, enfin ça aurait été parfait pour une pub pour la Poste Western Union. C'est la scène qui est mal faite, je crois. Mais la scène n'est pas mauvaise, mais elle est un peu. Elle n'est pas mauvaise, elle est même bien filmée, mais elle est mal amenée. Et alors il y a une autre scène aussi où il part avec son cheval et il prend sa sacoche pour aller faire sa tournée de poste. Et puis en une fois, tu as une petite gamine toute mignonne, il n'y a pas de problème, qui commence à chantonner la chanson America the Beautiful. Et puis après, il y a une autre personne derrière qui chante, et puis deux, puis trois, puis quatre, et puis en une fois, ça fait carrément une chorale. Enfin voilà quoi, c'est mignon. Mais le problème, c'est qu'il prend le post-apo comme quelque chose, comme pour montrer à quoi tient la civilisation. C'est ça Costner. C'est-à-dire qu'il a envie de montrer que la civilisation, même quand il n'y a plus rien, quand tout est perdu, en gros, la civilisation, elle peut redémarrer par un malentendu, même par du faux, puisqu'il se fait passer par un faux postier. Hey! Are you really who you say you are? If I come back with some mail, you'll know. C'est une belle scène quand même. Comment il montre quand il part avec sa femme là, et qui tout d'un coup il rencontre quelqu'un qui fait le postier, tu vois, et il se rend compte que c'est son mensonge qui a créé plein de vocations et qui ont fait, tu vois ce que je veux dire? What are you? Carrier 18, U.S. Postal Service. Got any mail? That's impossible. Et ce qui est marrant, c'est qu'en 3 heures, le problème, c'est que justement, ce qu'on ne ressent pas, c'est la distance. C'est-à-dire, c'est quand il fait son courrier, tout d'un coup, on devrait se dire, oui, ça prend du temps. Mais on voit parfois que sa barbe pousse, mais ça ne suffit pas. On n'a pas cette impression de longueur qu'on avait dans Danse avec les loups. Quand ça prenait du temps, on sentait que le temps passait. Là, on ne sent pas le temps qui passe, on ne sent pas la distance aussi entre les villages. C'est ce qui est, par exemple, ça fait penser à Walking Dead beaucoup. C'est quand ils vont d'un endroit à un autre, on se dit, mais combien de temps ils mettent pour aller d'un endroit à l'autre? On ne sait pas, il n'y a pas vraiment de timing bien précis. Donc ça, c'est mal fait. Mais par contre, quand tu parles de ça, de la civilisation, pour moi, c'est exactement ça. Quand tu vois, par exemple, des monuments aux morts qui célèbrent une guerre, c'est un mensonge, hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand on te met un monument aux morts qui dit ici est mort en héros, tel soldat, tel soldat, tel soldat, c'est du mensonge. C'est des gens qui sont morts. Si tu leur avais dit au moment de partir à la guerre, vous allez crever comme des merdes dans la boue, personne n'aurait été. C'est ça qu'il faudrait mettre sur les monuments aux morts. Vous allez crever à la prochaine guerre, n'y allez pas, tu vois. Mais non, c'est toujours ça qu'on montre, c'est-à-dire une espèce d'idéal, en fait. Puis il y a aussi, enfin bon, moi c'est mon côté. Et c'est dans ce sens-là que c'est patriotique, mais. Puis ça c'est dans mon côté, c'est très bien. C'est pas que je suis pas romantique, mais je veux dire cette intrigue avec cette femme. Bon, moi je trouve ça plus drôle, mais enfin, tu vois, la femme elle arrive, ils dansent directement, ils se connaissent à peine. Mais ça c'est génial. Elle veut juste avoir un enfant. Oui, mais c'est la façon dont c'est amené. Mais non, elle veut pas tomber amoureux. Elle lui dit juste. Bonjour, elle couche quand même d'une façon très passionnée, tu vois ce que je veux dire? Oui, avec cette musique un peu derrière.
C'est parce qu'il est Non, beau. ça, Moi, c'est- je suis désolé, tu vois ça, mais tu te dis, oh, c'est gay, quoi. Enfin, elle va se baiser un mec. Moi, je pense que ça, ce sont des trucs qui sont un peu Tu vas les pas me dire que c'est points... romantique, une nana qui dit, bonjour, je voudrais que tu me fécondes. C'est pas romantique. Je veux dire, c'est la façon, il danse Et lui, il est en train de faire... Ah oui, bah il y a de quoi. Moi, j'aimerais bien qu'une femme vienne m'aborder Voilà, comme je suis ça. sûr que tu dirais volontiers. Oui, mais justement, c'est pas crédible. Si, parce que justement, il hésite, il sait pas, il a pas envie d'avoir un moutard, tu vois. Ouais. Oh, moi, je trouve ça très beau, et puis, ça. 2 minutes après, ils vont au lit et... Je trouve ça très beau. Et Elle je a l'air trouve... plus passionnée avec Kevin Costner qu'avec son propre mari. Ben oui, mais bon, c'est normal. C'est Kevin Costner. Non, c'est parce que il y a une gêne, il y a une tendresse, il y a quelque chose, il y a des rapports humains qui sont différents. Ils ne voient plus personne, ces gens-là. Oh, moi, cette scène était d'une beauté incroyable. Ça, je trouve. Mettez dans les commentaires, vous l'incendiez, cette scène est belle, quoi. Non, moi, Faut le tuer, ce mec, c'est pas possible. Non, je suis désolé, j'ai pas de cœur. Moi, c'est une scène que je trouve très belle. Ouais. Oui, en plus, tout s'enchaîne bien, c'est limite bien que son mari se fait tuer. Oui, mais ça, il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. Moi, ce que je comprends pas, c'est juste que pourquoi ils ont assassiné ce film, quoi. Moi, je l'assassine pas. Je te dis juste les 2-3 petits points que, bon, voilà, qui font que c'est pas un chef-d'œuvre comme dans Pour moi, il n'y en a qu'un, et c'est 3 heures. C'est le seul point négatif, c'est 3 heures. 3 heures, pourquoi? Parce que si, parce que ça. Non, c'est 3 heures parce que pour moi, ça doit être une série B. Tu vois, c'est le genre de film, c'est une série B. Ça doit être traité comme une série B. de luxe. Hein. Et c'est une série B de luxe, c'est ça le problème. C'est ce genre de film ne peut pas faire 3 heures. Pas au même titre que Danse avec les loups qui parle de sujets. Mais il a voulu parler de sujets à travers le post-apo, sujets forts, sujets. Voilà, mais c'est vrai que maintenant, quand on regarde Walking Dead, on se dit que The Postman, c'est exactement ça. Hein. C'est les mêmes décors, c'est les mêmes costumes, c'est les mêmes lieux. Par contre, bon là, j'ai de nouveau un petit point, mais c'est pas parce que je dis ça que j'aime pas le film. Mais par exemple, à la fin du film, la bataille entre Kevin Costner et Will Patton, on dirait 2 petits vieux qui se battent. Ça m'a pas impressionné. Je suis désolé, je sais que je te choque, mais c'est pas... Enfin, ils se battent d'une façon violente, incroyable. Tu apprendras pourtant que je crois aux États-Unis. Tu voulais quoi, que Van Damme arrive et faille un kick? Non, la bataille est trop longue peut-être, ça oui, je dis pas, mais en tout cas, elle avait l'air bien vénère. Ils savent pas se battre, quoi. Enfin... Non, moi franchement, j'ai pas trouvé ça. Je vais te dire un endroit où il sait pas se battre. C'est Clint Eastwood dans Pale Rider. Et donc, ce qu'on peut aussi dire du film The Postman, c'est l'adaptation d'un roman de David Brin, qui s'appelait aussi... David Brin. Ouais. David Brin. Ouais, B-R-U-N. Ouais, B-I-R. Ah, I-N. Ah oui, Brin. c'est vrai. Oui, c'est Brin. Mais à mon avis, la prononciation, peut-être c'est Brin. David Brin. Ouais, mais je suis francophone. David Brin, tu vois. Ouais, mais il y a Chaplin, il y a Chaplin, tu vois. Ouais, mais c'est peut-être mieux Chaplin, tu vois. Si Chaplin s'était appelé Brin, tu vois, t'aurais dit Brin. Ouais, mais bon, moi je dis Brin. Pardon, gentil, pardon, monsieur. David Caca, il a fait donc Le Facteur, et bon, en fait, ce roman, c'est vraiment de la pure science-fiction, quoi. Et Kevin Costner, lui, il a surtout gardé l'histoire, hein, il a respecté l'histoire, mais tout ce qui est le côté science-fiction a été enlevé. J'aime bien. Oui, mais c'est pas un reproche, c'est une constatation, quoi. C'est juste ça. En fait, c'est pas. Il en a fait un western, mais pas vraiment un western futuriste à la Mad Max avec des voitures et tout ça. Non, là, il y a, comme dans un western, il y a des grands espaces. Il y a les chevaux, il y a les shérifs. Et il réinvente en quelque sorte même le Pony Express, quoi, tu vois. Ouais. Mais on est dans Walking Dead, un niveau vraiment ambiance, on est là-dedans. Bah, c'est un mélange, quoi. C'est un mishmash entre les deux. C'est peut-être ça aussi qui a dérangé à l'époque les gens. Bah, c'était pas encore la mode de Walking Dead. Il n'y a pas de zombies, ça n'aide pas. Bon, Postman, on va peut-être pas rester plus longtemps là-dessus parce que bon, pour beaucoup, c'est un film de merde, mais on vous encourage quand même à le voir parce que si vous aimez Costner, voyez-le. Si vous n'aimez pas Costner, le voyez pas. Privilégiez plutôt Danse avec les stars. J'allais dire Danse avec les stars, putain. J'adorais un œuf. Que pensez-vous d'Inès Reg? Alors, est-ce que vous êtes plutôt team Inès Reg ou Natacha Saint-Pierre? Votez dans les commentaires. Merci. Écoute-moi bien, petite salope. Bah, pour dire rapidement, par exemple, Danse avec les loups, c'est 18, et ça, c'est 14, pour nous. Ouais, c'est ça. Sur 20, évidemment.
Et maintenant, on arrive à un film qui est 20 sur 20. 15 sur 20. I got no problem with killing, boss. Never have. Avec Kevin Costner, c'est comme si le western spaghetti n'avait jamais existé. Et ça donne Open Range. Voilà. On a un film traditionnel, western à la John Ford. Vous pouvez regarder My Darling Clementine et regarder Open Range. C'est comme s'il n'y avait pas eu de Clint Eastwood entre eux, quoi. C'est ça qui est beau. Et c'est en ce sens que c'est un vrai western révisionniste, pas au sens où on met à mal l'Amérique, où on revoit un peu les grands moments de l'Amérique différemment, les héros qu'on déboulonne, mais au sens vraiment le plus noble du terme, où le western devient un truc très simple, très pur, sur des gens encore plus simples, puisqu'on parle d'éleveurs de bétail, les cow-boys, c'est-à-dire la plupart des cow-boys, les vrais cow-boys n'étaient pas des gens qui tirent sur tout le monde, bien que ça tire quand même à la fin, mais durant tout le film, ça tire que dalle. Même pas une nana, tu vois. Ils tirent pas de nana, ils se tirent pas dessus, ils convoient du bétail, et c'est tout. Et c'est un film pur, pudique, sur la relation des sentiments entre deux mecs, dont un Robert Duvall qui est absolument magistral. On souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il ne lui arrive rien durant tout le film, tellement on n'a pas envie qu'il claque. On ne dira rien. Man can get lost out here. Forget there's people and things that ain't so simple as this. I always hoped somebody gentle and caring might come along. I'm not who you think I am, Sue. On dira rien, quoique. Il y a quelques personnes qui meurent, mais voilà. You the one killed our friend? That's right. I shot the boy too, and I enjoyed it. Et c'est un film pour moi qui est, je vais dire c'est mon préféré, parce que pour moi Open Range est beaucoup plus compliqué, parce que c'est une histoire simple, et il y a moins de... C'est plus difficile de réaliser un bon film avec une histoire qui a déjà été vue 1000 fois, qu'un film comme Danse avec les loups, où à la fois l'histoire est vertueuse, où les personnages sont beaux, où on raconte la grande histoire. C'est plus compliqué qu'Open Range, hein, parce qu'il n'a pas grand-chose à raconter. Pour moi, Open Range, c'est un très bon film, mais qui est pas du tout révolutionnaire. C'est un honnête film fait avec amour. Et quand je dis pas révolutionnaire, c'est dans le sens que le film prend une voie classique. C'est-à-dire qu'au final, c'est une confrontation entre deux façons de vivre. L'un, comme tu as dit, ce sont des cow-boys qui vivent dans le bétail, qui ont un sombre passé malgré tout, ouais, mais qui vivent dans... On n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est génial. Mais justement, c'est dans la dernière partie du film, c'est une scène que j'adore. Ouais. Ça montre vraiment, c'est dans les dernières paroles entre Costner et Duvall, c'est très révélateur sur les hommes de l'Ouest. Donc ce sont des hommes qui peuvent travailler pendant des années, qui ne se connaissent pas, et on se rend compte que dans cette scène, à la fin, ils ne savent même pas leur prénom. Allez, maintenant qu'on va peut-être mourir, je veux connaître ton nom de baptême. Moi, je suis pas Waite, je suis Postlethwaite. Charles Travis Postlethwaite. Et toi, c'est quoi? Tu vois, c'est incroyable. Très beau ce moment-là. Comment tu t'appelles? Dis-moi maintenant que tu vas crever, dis-moi comment tu t'appelles. C'est une scène d'une pureté incroyable. Et donc, et l'autre, c'est un gros industriel qui dirige une ville. C'est la civilisation. C'est la civilisation. En fait, voilà, donc c'est deux confrontations tout à fait différentes. Et ça, voilà, c'est pas nouveau. Mais, et ça, c'est la réussite de ce film, c'est qu'il arrive à exploiter ce thème d'une façon assez unique. Et ça c'est vraiment un chapeau à Kevin Costner. Bon, voilà, moi, sinon, ce que j'ai trouvé moins bien, on va pas être d'accord. Donc là, c'est Michael Kamen qui fait la musique. Moi, je suis pas... Non, mais ça, c'est une question de goût. Moi, c'est juste que je la trouve envahissante et sirupeuse. Oh, putain de merde! Ah bah oui, c'est comme ça. Ça, c'est mon avis. Alors dis-lui ce que tu voudras, parce qu'elle mérite beaucoup plus que le simple spectacle de ton dos qui s'éloigne. Parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de points communs avec... Impitoyable avec Clint Eastwood, même si c'est pas le même film, mais c'est aussi des hommes qui errent quoi.
Ah ouais, mais quand tu Oh. casses Clint Eastwood, ok, mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Et là, par exemple, les personnages Aïe, aïe, dans aïe, aïe, Impitoyable, aïe. ils sont beaucoup plus intéressants. Putain. L'espagnol, tu l'as dit toi-même. Oui, mais il sert à rien. c'est pas un personnage. L'autre personnage qui se fait tuer. C'est un figurant. Ok, mais oui, oui, mais il fait partie de la troupe. Oui, mais c'est là, un tous les figurant. personnages dans le film d'Impitoyable. là Mais là. il faut être de bonne foi, oui, mais Stéphane. ces personnages-là sont des tueurs qui vont aller tuer les Et gens. puis, il n'y a pas ces scènes neuneux avec les gonzesses. Non, mais écoute, c'est vrai, Stéphane. Ah, ben oui, c'est ça qui fait que l'Impitoyable, c'est un chef-d'œuvre. Et Open Range, c'est un bon film. Il est en dessous. Ah oui, il est en Impitoyable. dessous. Bah ouais, mais moi, j'explique pourquoi. Oh non, Impitoyable est en dessous. Pour toi. Et c'est dommage. Mais non, c'est parce que c'est un film de vengeance, Impitoyable. Mais là aussi, ils se vengent. Ils vengent leur ami qui s'est fait injustement tabasser. Oui, mais on a quand pas même de vu la le même manière. film. Pas de la même Mais manière. si. C'est pas un vrai film de vengeance. Ah si, le mec, il va chercher des provisions dans la ville. Il s'inquiète pourquoi il n'est pas là. Oui. Ils vont voir pourquoi il n'est pas là. Ils Mais se avant rendent tout, compte ils qu'on se l'a défendent. tabassé. Et en plus, gratuitement. C'est moins putassier que chez Et le Clint. pire, c'est qu'après, ils vont aller tuer les autres. C'est moins violent que chez Clint. Ah ben oui, on je est sais. plus dans la vérité, dans la pureté des sentiments. Avec des petits violons. D'où la musique de Maël Kamen. Mais elle est magnifique. Elle est sirupeuse. Elle est belle, mais sirupeuse. Ça te plairait que je t'enfonce la tête sous l'eau pour voir? Ce mec veut de la violence, quoi. Mais non, on peut avoir de tout quand même. Moi, j'aime Impitoyable et j'aime Open Range. Ouais, tu défonces Open Range, ouais, c'est pas bien. Je défonce Open Range. Mais non, je suis sincère. Moi, je suis pas hypocrite, je dis ce que je pense. Moi aussi, j'aime pas Clint Eastwood. Bah ouais, Tiens. bah vas-y, argumente, ridiculise-toi. Ben voilà la scène, Pal Rider, une scène où il sait pas se battre. Ça passe bien, Pal Rider, mais le début est mal monté. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas mauvais, mais Open Range est meilleur. Mais bon, la chose quand même que je vais dire sur Open Range, parce que finalement, moi, c'est un film que j'aime bien. C'est juste que, encore une fois, c'est pas un chef-d'œuvre comme dans Avec les loups. Par contre, il y a une scène dans Open Range qui est peut-être la meilleure scène de gunfight que j'ai vue dans un western. Donc ça, je le dis sincèrement. « 15 minutes au son du Colt. Incroyable. Et ça, Stéphane, là, je dis bravo. Et rien que pour ça, ce film vaut au moins une cote de 15 sur 20. Moi, je retiendrai plutôt le service à thé. C'est-à-dire? Ben, le service à thé. Il lui offre un service à thé. Ah ouais. J'arrive pas à faire entrer le doigt. C'est la base du film. Ouais. T'es passé à côté de ça. Ouais, mais bon, je pense que la plus grande scène du film, c'est le gunfight. C'est tellement la base du film que c'est le générique de fin. Service à thé. Le générique de fin se fait sur le service à thé. Mais c'est bien écrit. Il y a une scène émouvante à mourir parce que comme il y a le gunfight à la fin, il ne sait pas s'il va pouvoir remettre le service à thé à Annette Bening et donc il donne à Michael Jeter, qui est mort avant la projection du film, il donne sa lettre, sa dernière lettre en disant « Si je ne reviens pas vivant, tu lui donneras le service à thé. Moi, je préfère celui-là, mais si tu préfères celui-là, achète-lui celui-là. » Si je meurs, sois gentil de vendre mon cheval, ma selle et mes armes pour acheter un service à thé à Miss Barlow. On en est là, c'est des trucs aussi triviaux que ça, quoi. Tu vois, moi je préfère service à thé, mais il est plus cher, donc si tu peux lui trouver celui-là, c'est mieux. C'est d'une beauté incroyable. Et elle, tout ce qu'elle veut, cette femme, c'est un service à thé. S'ils sont dans l'Ouest, il n'y a rien. Et tout ce qu'elle veut, c'est ça. Il était à ma mère, ce service. C'est la seule chose qui a survécu au voyage quand nous sommes venus ici. Oh. Mais c'est incroyable, mais il n'y a pas de problème. Je suis content que ça t'ait touché. C'est justement ce que je respecte le plus chez toi. Que j'ai toujours respecté. Ta façon de traiter les hommes et les bêtes. La façon dont tu me traites. Mais moi, j'ai aimé Open Range. Hein. Ouais, pas que ça se je voit, dis hein. juste, voilà, pourquoi c'est moins bien que Danse avec les loups ou Impitoyable, c'est tout. Pour le reste, c'est un très bon film.
Ouais, mais tout le monde va te donner raison, parce que tout le monde adore Impitoyable, parce que tout le monde aime la violence. Mais pose-toi la question, pourquoi tout le monde Parce qu'ils aiment voir des putes violées et des méchants tués. J'espère que ça, tu laisseras. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Mais si pour toi c'est un chef-d'œuvre, tant mieux. Ce mec fait un film autour d'une barre de chocolat, bordel. Du chocolat noir. Directement importé de Suisse en Europe. C'est près de la France. Qualité bittersweet. Ça vous fond dans la bouche. Mais c'est très bien, mais n'essaye pas Les gens qui écoutent, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils racontent. Mais non, mais Open Ranch, c'est un très bon film. Point. Vous l'avez goûté? Non. Comment vous savez qu'ils font dans la bouche? Vous nous direz ce que vous pensez d'Open Ranch. Si jamais les gens préfèrent la violence. Oh, il a boudé. Hein, Charlie? Reste pas dans mon dos, boss. Je pense sincèrement que tu n'es pas objectif sur Open Ranch. C'est juste que tu adores ce film et que c'est normal. Et franchement, c'est tout à ton honneur. Mais faut comprendre qu'il y a des gens qui vont pas mettre Open Ranch comme un chef-d'œuvre, c'est tout. Mais on peut l'apprécier pour autant. Enfin voilà, donc comme avec Danse les loups, 10 ans avant, Open Ranch relancera quelque peu aussi la mode des films de western dans les années 2000. Il y aura des bons, comme par exemple l'assassinat de Jesse James avec Brad Pitt. Plus tard. Non, c'est vrai que c'est au même moment. Et même s'il fut critiqué et qu'il ne remportera pas le succès, enfin quoique, il a peut-être marché, c'est Appaloosa de Mel Gibson. Appaloosa, c'est un film de Ed Harris avec Viggo Mortensen. Appaloosa, c'est d'Ed Harris avec... Appaloosa, c'est d'Ed Harris avec Viggo Mortensen. Et le film Chez les Indiens de Mel Gibson, c'était quoi alors? Apocalypto, c'est pas un western. Ah non, ça c'était avec les indigènes. Là. Ouais, c'est pas un western. Ah non, t'as raison, c'est Appaloosa. Appaloosa. Mais ça, c'est dans les années 2000. Ouais, très beau film. Ed Harris, réalisateur, très beau. On est un peu dans Open Range là aussi. On n'est pas dans Impitoyable. Il y a un autre western que j'adore et qui est un film de Jim Jarmusch, je pense. Je déteste ce film. C'est Dead Man. Déteste ce film. Bah voilà. Mais là, c'est pas non plus un film de pampan, c'est un autre film. C'est un film c'est un film de réalisateur prétentieux. On n'a pas le droit d'aimer Jim Jarmusch. J'adore Jim Jarmusch. Alors pourquoi Je déteste Dead Man. Bah voilà. Mais on n'a pas le droit d'aimer. Je suis un fan de Jarmusch. On n'a pas le droit d'aimer Dead Man. Si, mais je crois que c'est pas bon. Moi, j'ai adoré ce film. C'est pas mal, mais c'est un western qui est... Stéphane, on est dans une espèce toi, tu n'aimes pas Dead Man, mais il y a des gens qui ont le droit d'aimer Dead Man. On va pas les exécuter pour ça, quoique. Mais c'est sympathique, mais c'est un western autorisant. C'est un film qui est différent, il a osé prendre un risque sur un... C'est une audace, Voilà, c'est ça que je veux dire, alors applaudis ça. Bravo. Merci. C'est si dur que ça de tenir compte de ce que je dis. Pour moi, donc il y a quand même un magnifique parallèle à faire avec My Darling Clementine, qui est un de mes westerns préférés, avec Rio Bravo, et ce western est réalisé là par John Ford. The cattle's gone. Vous verrez, si vous regardez les films, le My Darling Clementine, c'est donc sur Wyatt Earp, pas un des premiers films à le faire, mais il y en a eu d'autres, mais ça raconte OK Corral. Et vous verrez que les scènes de pluie, ils sont très comparables à la scène de pluie dans Open Range. J'aurais pas dû construire dans le coin. Qu'est-ce que ça pisse, putain. Donc My Darling Clementine, Open Range, vous pouvez regarder les deux films, vous allez voir, ça va être... vous les regardez bout à bout, vous allez avoir une vision incroyable du western, et vous allez voir les aspirations de Kevin Costner, et c'est ce qui rend ce film incroyable, c'est que c'est du John Ford en plein, quoi. Et je déteste John Ford, vous imaginez? Pour que je dise ça. Il y a des hontes à côté desquelles mourir n'est rien. Allez-y, regardez Open Range, franchement c'est un très bon film. Et puis ce qui est beau aussi, c'est quand il y a la scène de saloon où on pense qu'il va venger leur copain là. En fait, ils veulent se venger,
mais ils sont court-circuités par un chien qui est en train de se noyer, qui doivent sortir. De l'autre côté, sur ta gauche, attrape le Charlie. Et t'as un mec qui les invite à boire un verre. Et donc la vengeance, le gunfight ne se déroule pas. Donc à chaque fois, il y a ça, quoi. Ils arrivent chez le mec, boum, ils font pas ce qu'ils doivent faire, il faut attendre longtemps. En fait, il faut avoir de la patience, parce que c'est un film qui ne va pas, justement, dans la violence, dans la facilité. Il y a des scènes quand même où Duval fait un peu le caïd et il va donner un coup de crosse, mais ça s'arrête là. Tout le film, c'est vraiment très lent, pas trop lent, c'est sobre. C'est le bon mot. C'est pas lent, c'est sobre. Et à la fin, ouais, c'est vrai que vous êtes récompensé de votre patience parce que c'est une scène où on est suspendu parce qu'on se dit merde, ils ont tellement fait leur adieu. Donc ils se disent tous, tu vas crever, je vais crever. Donc si on crève tous les deux, il faut au moins que voilà, qu'on se dise des choses. Et on se dit mais ils vont crever quoi. Et moi j'ai pas envie de voir Robert Duval mourir. Parce qu'il faut se rendre compte que là Duval, il est touchant à mourir quand même. La scène avec Benning, lui, quand ils boivent le café ou le thé ou je sais pas quoi, c'est assez magnifique comme scène. Ma femme et mon petit garçon sont morts du typhus. Et l'idée de foyer a perdu son charme. Et j'ai l'impression que ça me reprend ces temps-ci. Me fait vieux, sans doute. Duval, il y a de très beaux films avec lui. Il a fait une série de films qui s'appelle Broken Trail, qui est une série de westerns adaptés de bouquins qui racontent aussi la vie des cow-boys. C'est des films, c'est des séries qu'il faut absolument voir, des séries de western avant Yellowstone, parce que Open Range a quand même réhabilité Kevin Costner qui, avant Open Range, était quand même dans le creux de la vague, il faut quand même le dire. Il avait évidemment Postman qui lui avait beaucoup coûté, et il avait fait que des merdes. Il avait fait Graceland aussi, où il faisait des SO. The king may have left the building. I don't know what the big deal is. That Porker's been dead for 20 years now. Donc il était quand même pas au top de sa forme quand il a fait Open Range, et c'est un tout petit film qu'il a produit lui-même, où il a eu du mal, où en plus dans le documentaire, le making-of sur le tournage du film, on le voit comment il regarde même les castings, il fait le casting lui-même, on voit comment il avait en plus une crise d'appendicite où la poche s'est ouverte complètement avant la fin du tournage. Puis c'est toujours un risque de faire un western. Hein. C'est toujours un risque payant. Et puis tellement payant que quand même quelques années plus tard, il y a eu la série Yellowstone qui a été faite par Taylor Sheridan, qui a fait des films magnifiques en tant que scénariste, dont un film incroyable de David Mackenzie avec Jeff Bridges. Mama, take this badge off of me. Qui est un film magnifique. Et Yellowstone est une série en 5 saisons qui, malheureusement, à cause de Kevin Costner, n'aura pas une fin satisfaisante parce que Kevin Costner a trouvé qu'il n'était pas assez payé. Et il s'est barré. Il n'y a pas de fin ? Si, mais je crois qu'ils vont le remplacer peut-être par Robert Redford, j'en sais rien, ou alors qu'ils vont terminer la saison 5. Un autre va reprendre son rôle. Je pense. Et donc la saison 5, elle va se terminer à mon avis en autre boudin pour terminer son truc. Je crois qu'il va être remplacé peut-être par Robert Redford, j'en sais rien, c'est des on-dit. Mais donc Yellowstone, c'est une série incroyable qui est déclinée. Par Clint Eastwood. Peut-être. Mais j'adore Clint Eastwood, hein, les gars. Le Grand, la Brute et le Truand, c'est un de mes films préférés que j'ai vu en boucle. Hein, donc, Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $? Oui. Mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera. Pendant que Yellowstone, il était en train de faire chier à cause d'un problème de pognon, de budget, et parce qu'il trouvait qu'il y avait des problèmes avec Taylor Sheridan, le mec Kevin Costner, il a ralenti le tournage de la série parce qu'il faisait son American Saga Horizon. Donc on espère que ce film soit génial, parce que si le film est nul, il va perdre énormément de pognon et on n'entendra plus jamais parler de Kevin Costner. Surtout qu'il est plus tout jeune. Hein. Et en plus, il a niqué la série de Taylor Sheridan, donc à mon avis, s'il n'arrive pas à faire Horizon, il va se reprendre un retour de bâton monstrueux. Donc s'il se viande là, oulala, là le Kevin... Croisons les doigts pour Kevin. Et revoyez Postman, et revoyez Danse avec les loups, mais surtout revoyez Open Range. Et même Wyatt Earp, on n'en a pas parlé beaucoup, mais... Moi, il faut que je le revoie, Wyatt Earp. D'ailleurs, et revoyez ça, parce que Wyatt Earp, c'est une des belles histoires de Wyatt Earp, c'est 7 secondes en enfer. Conseil, fin de séance, vous ne le regretterez pas. Wyatt Earp, hero with a badge, or cold-blooded killer. Et aussi, Steph, ton western préféré de tous les temps? J'ai dit Rio Bravo. Ah ouais. Je l'ai déjà dit souvent, mais Rio Bravo, c'est comme si j'étais à la maison, quoi. C'est-à-dire, je voudrais y être. C'est ça.
J'ai envie d'être avec Stumpy. Je vais aller prendre un bain. J'ai dit que je le ferais. Bien, Dud, j'ai toujours pensé que tu le ferais. Je me demandais seulement quand. D'ailleurs, en parlant de Stumpy, qui joue dans tous les westerns de cette époque-là, dans Rio Bravo, dans My Darling Clementine, le personnage joué par Michael Jeter est typiquement un type de second rôle, comme ça, un peu rigolo, marrant, qui vient en aide, mais qui est toujours un peu à la fois humain, émouvant et drôle. Alors c'est chez moi que vous pensez régler vos comptes? C'est ça. Autour de notre chariot, là. C'est un peu l'éternel second rôle que le cinéma américain a du mal à retrouver maintenant et que Costner a su trouver magnifiquement. Et moi, mon préféré, je ne vais pas être très original, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Mais si je ne dois pas citer celui-là, je vais en citer un autre. C'est Liberty Valance. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, Ranch. C'est bien. Moi, j'aime pas trop, mais c'est pas grave. C'est parce que j'aime pas John Ford, mais mon père te va dire « Oh, magnifique ». J'ai plein de points communs avec ton père. Beaucoup. Non, mais un classique et un spaghetti. Il faut faire ça. Un classique et un spaghetti. Je l'ai dit. Liberty Valance. Et Bon à Brut. Et Le Bon et la Brute. Ben, moi, il me manque un western spaghetti, et moi, c'est Le Grand Silence. Parce que c'est la plus belle fin dans un western spaghetti, quoi. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Un must avec Jean-Louis Trintignant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Kevin Costner était rhabillé pour l'été. Sébastien est mort de froid gelé. On vous dit plein de bons films, plein de bonnes séances. On se retrouve bientôt avec je ne sais pas quoi, du Clint Eastwood. On ne sait pas, on peut tout imaginer. En attendant... Youhou! Aïe, aïe, aïe!